Alors, je vous propose de démarrer tout de suite et d'entrer dans le vif du sujet de la PROA. Donc, effectivement, un dispositif qui a été créé par la loi Avenir Professionnel de septembre 2018, donc ce fameux Big Bang de la formation, vous le savez, qui a réformé et donc transformé bon nombre de modalités de fonctionnement et de dispositifs relatifs à la formation professionnelle. Et donc, un nouveau dispositif appelé reconversion ou promotion par alternance dit PROA, qui avait pour objet de remplacer en partie, et j'insiste bien sur le en partie, la période de professionnalisation que vous étiez nombreux à utiliser puisque la branche mutualité était une des plus grandes bénéficiaires de la période de professionnalisation. Donc, un remplacement en partie de la période de professionnalisation, puisque vous allez le voir, des bénéficiaires qui sont réduits, des formations éligibles qui sont également réduites, même si nous avons fait un effort important au sein de la branche pour avoir un maximum de formations éligibles sur la PROA. Néanmoins, effectivement, il y a quand même certaines d'entre elles qui étaient auparavant finançables sur la période de professionnalisation et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, des bénéficiaires, dans un premier temps, exclusivement des salariés en CDI, avec une seconde condition qui se cumule, puisqu'il faut que ces salariés en CDI n'aient pas atteint le niveau 5 de qualification, n'ait pas atteint le grade de licence et donc ait un niveau 5 de qualification, c'est-à-dire un bac+2. Autrement dit, si vous avez un bac+3, un master, vous n'êtes pas éligible à la PROA. Il y a néanmoins une condition qui existait au tout début de la création du dispositif et qui a finalement été supprimée par le législateur, c'était le fait que le salarié qui bénéficie d'une PROA doive obligatoirement préparer une action de formation qui lui permette d'élever son niveau de qualification. Et bien cela, ça a été supprimé par le législateur, ce qui signifie donc que si vous avez un bac+2, vous pouvez très bien, dans le cadre de la PROA, préparer un CAP, par exemple, si vous souhaitez devenir pâtissier ou coiffeur. Donc, les formations éligibles au titre de la PROA, et là, c'est effectivement ce qu'Amandine évoquait dans l'introduction, un travail qui a été mené par la branche, puisque le législateur a décidé à l'été 2019 de transformer le dispositif et donc de demander aux branches professionnelles de signer des accords de branche qui vont prévoir la liste des certifications qui seront éligibles à la PROA, donc liste de certification impérativement inscrite au RNCP, ce qui donc supprime d'office un nombre important de certifications. Donc des certifications intégrées dans un accord de branche avec la justification pour chacune de ces certifications du pourquoi cette certification est importante pour accompagner les salariés du secteur face aux transformations, au risque d'obsolescence des compétences. Donc des certifications intégrées dans un accord de branche, mais un accord de branche étendu. Et donc, c'est bien l'extension de cet accord de branche que nous attendions pour que le dispositif soit enfin opérationnel. L'accord de branche a été signé en décembre 2019. L'extension s'est faite en novembre 2020. Donc cet accord est aujourd'hui étendu et donc toutes les certifications qui sont intégrées dans cet accord peuvent être préparées dans le cadre de parcours de formation. Il y a néanmoins encore des obligations qui sont attachées à ces parcours de formation qui vont permettre de préparer les certifications visées par l'accord de branche. Ces parcours de formation, ils doivent être au minimum de 150 heures par an. Évidemment, cela exclut, ces 150 heures ne s'appliquent pas à la VAE. Il est toujours possible, dans le cadre de la PROA, de présenter une certification en VAE et donc sur un parcours évidemment inférieur à 150 heures. Ensuite, en ce qui concerne la durée de la PROA, donc la durée de cette période de reconversion ou promotion par alternance, qui fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, cette durée totale de la PROA doit être comprise entre 6 et 24 mois. 24 mois, c'est un allongement conventionnel puisque la loi ne prévoit que 12 mois. La branche a décidé d'aller jusqu'à 24 mois possible. Et l'action de formation
au sein de cette période de reconversion ou promotion par alternance, puisque ça va être un temps d'alternance entre de la formation et du travail en entreprise, eh bien, cette action de formation doit représenter entre 15 et 50%. 50%, c'est aussi un allongement conventionnel, puisque la loi prévoit 25%. Donc, 15 ou 50% de ce temps, donc de la durée totale de la période de reconversion ou promotion par alternance. Donc, lorsqu'Uniformation va instruire les dossiers que vous allez saisir, et Yann vous présentera juste après les modalités de cette saisie, eh bien, ce sont tous ces éléments qui vont être vérifiés par les services d'Uniformation pour vérifier donc que le dispositif peut bien s'appliquer et que le projet de formation est bien éligible. La prise en charge qui a été décidée par Uniformation pour l'année 2021, c'est une prise en charge à hauteur de 15 € de l'heure de formation, 15 € qui intègrent l'ensemble des coûts, c'est-à-dire les coûts pédagogiques, les éventuels frais annexes et la rémunération du salarié. Donc voilà pour le panorama des critères d'éligibilité à la PROA. Et donc, lorsqu'on parle de formation éligible dans un accord de branche, eh bien, vous l'avez peut-être déjà vu puisque nous avons communiqué dès l'extension de l'accord. Nous avons communiqué sur son extension et sur la liste donc des certifications qui sont désormais éligibles. Ce sont donc aujourd'hui près de 100 certifications professionnelles qui sont éligibles dans le cadre de la PROA. C'était un accord très ambitieux. Certaines branches ont mis 10, 15 certifications dans le cadre de leur accord. La branche mutualité a fait le pari d'un accord très ambitieux avec une centaine de certifications. Le but étant de couvrir l'ensemble des familles de métiers de la branche, qu'il s'agisse des structures du livre 2, du livre 3, qu'il s'agisse des fonctions cœur de métier ou des fonctions support. Et donc, vous le voyez à l'écran, des exemples de certifications pour couvrir l'ensemble de ces métiers. Donc, aussi bien les métiers de la gestion, les métiers de la famille commerciale, de la conception des systèmes d'information, tous les métiers de l'accompagnement et des soins, les métiers des ressources humaines également, et puis les fonctions de coordination, de management. Il nous paraissait important de couvrir l'ensemble des métiers, donc nous avons fait ce travail de justification pour l'ensemble de ces métiers. Et donc aujourd'hui, une centaine de certifications éligibles sur différents niveaux de qualification qui vont donc pouvoir être financés dans le cadre de la PROA. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire la liste et donc le fichier intégrant l'ensemble de ces certifications et l'ensemble des informations relatives à ces certifications pour être sûr de bien cibler et donc de pouvoir financer votre dossier. N'hésitez pas à poser des questions. Je transmets la parole tout de suite à Yann pour qu'il vous présente les modalités de saisie de ces dossiers, puisque c'est une nouvelle façon de procéder pour un dispositif qui n'existait pas jusqu'à présent. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Avant peut-être d'aller directement dans le concret de la saisie d'une PROA, je voulais peut-être compléter les propos d'Aurélie. Hein, la formation qui s'organise dans le cadre d'une PROA, elle repose sur le principe de l'alternance. Ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Donc, elle est construite entre enseignements généraux, professionnels, technologiques, hein, qui est délivré par un organisme de formation, et des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie. Donc ça, c'est très important. Ça ressemble, dans la mise en œuvre, beaucoup au contrat de professionnalisation. On le voit d'ailleurs avec le taquet du nombre d'heures à bien respecter en alternance. La mise en place également du tutorat pour l'accompagnement du salarié dans son parcours de formation en alternance est obligatoire. On le verra tout à l'heure aussi dans la saisie. Hein. Le tuteur désigné doit être volontaire, bien entendu, et justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation. Donc l'employeur peut, en l'absence d'un salarié qualifié, hein, d'assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Donc le tutorat obligatoire.
Comme l'a dit Aurélie, la PROA est accessible aussi pour une action de VAE à partir du moment où la certification visée est dans la liste des formations éligibles dans votre accord formation. Et puis, peut-être quelque chose d'aussi important, c'est que la formation dans le cadre de la PROA peut se dérouler sur le temps de travail ou tout ou partie hors temps de travail, après accord écrit du salarié. Alors, je ne sais pas si votre accord de branche dit autre chose, mais en tout cas, ça peut se faire hors temps de travail. Et le hors temps de travail ne peut excéder 30 heures par an, ou 2% du forfait jour-heure, ou 2% du forfait jour-heure. Donc, la rémunération n'est pas prise en charge hors temps de travail, bien entendu. Donc, la conclusion d'une PROA, c'est il y a un avenant au contrat de travail qui précise la durée et l'objet de l'action de formation qui est obligatoire. C'est aussi nouveau par rapport à une période de pro qui était beaucoup plus simple dans la mise en œuvre. Donc, cet avenant doit être déposé auprès d'Uniformation via l'espace de saisie, disponible depuis l'espace privé adhérent, on va le voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un CERFA officiel qui sera prochainement mis à disposition des adhérents. La DGEFP est en train de construire un CERFA officiel. Notre CERFA qui sort de notre espace web est tout à fait, tout à fait pertinent, mais il va y avoir un CERFA officiel. Et ce document, cet avenant-là, il doit être signé par les deux parties, à la fois le salarié et l'employeur. Donc l'avenant, après, est signé, est transmis à l'OPCO via l'espace de saisie, avec la convention de formation, le plus en amont possible de formation. Le plus en amont possible de la formation, c'est-à-dire au plus tard 5 jours calendaires après la date de signature de l'avenant. Donc 5 jours après avoir signé l'avenant, il faut absolument nous adresser le dossier avec l'avenant. Et nous, on dispose de 20 jours à compter de la date de réception du dossier complet pour rendre un avis sur la conformité de l'avenant et émettre une décision sur la prise en charge financière. Ça va là-dessus? Donc, respectez bien ça pour ne pas avoir de soucis particuliers sur la prise en charge de la PROA. Donc, vous avez le masque de saisie, pour une PROA. Vous allez dans votre espace web privé. Vous avez différentes saisies à réaliser. Vous avez un premier onglet où vous allez saisir le contact. Alors, le contact qui est nécessaire pour l'échange administratif avec Uniformation. Bien sûr, l'entreprise, vous allez saisir la raison sociale, surtout le SIRET d'exécution du contrat. Donc, en cas d'entreprise multi-établissement, il faut vraiment que ce soit le SIRET de l'établissement qui soit saisi. S'il y a un contrôle, là aussi, sur place, il faut que le SIRET soit saisi. La convention collective, le code de la convention collective, ce qu'on appelle le code IDCC, etc., l'adresse. Bref, quelque chose d'assez simple pour vous. Le salarié, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, éventuellement s'il est reconnu travailleur handicapé, s'il est bénéficiaire des minima sociaux, et puis son diplôme le plus élevé qu'il a obtenu. Il faut également mettre le nom du tuteur avec son nom, prénom, sa date de naissance et son emploi occupé. Je vous ai dit, le tuteur est obligatoire dans le cadre de la PROA. Il faut également noter le contrat et la nature du contrat. Alors pour vous, ça sera toujours CDI, parce que seuls les CDI sont accessibles à la PROA, mais dans d'autres secteurs d'activité, on utilise les contrats aidés, notamment les CUI. Il peut y avoir aussi une nature de contrat différente. Et bien sûr, l'emploi occupé pendant l'avenant. Vous mettrez la date de début du contrat initial, la date d'effet de l'avenant, qui peut être le démarrage de la formation, par exemple, et la date de fin d'effet de l'avenant. Généralement, la date de fin d'effet de l'avenant, ça correspond finalement au passage des épreuves du salarié quand il passe son diplôme devant un jury. Voilà, la durée hebdomadaire du travail également. Et puis, il faudra aussi préciser l'emploi visé par la reconversion ou la promotion. Est-ce qu'il va changer d'emploi? Est-ce que ça va être… voilà. Quel est l'emploi visé par cette PROA demain à terme? Après, vous avez tout un pavé sur la formation, donc avec la raison sociale de l'organisme de formation,
le SIRET, le numéro de déclaration d'existence, le type de qualification, etc. Des choses aussi que vous connaissez bien. La durée totale de l'action de formation, et donc la date de début de formation et la date prévue de fin des épreuves ou des examens. D'accord ? Donc avec ça, vous allez saisir, vous allez pouvoir, ça va sortir automatiquement un formulaire et surtout un avenant au contrat de travail qui sera assigné par les deux parties, employeur et salarié. Et à la fin, en effet, il y a une vérification des données et vous pouvez télétransmettre l'ensemble, l'avenant et la convention, le programme et le calendrier éventuellement dans votre dossier. Uniformation instruit le dossier et puis on vous enverra un accord de financement si le dossier est conforme, avec un tableau de synthèse de notre prise en charge. Aurélie parlait d'une prise en charge à hauteur de 15 € de l'heure. C'est celle qu'on applique aujourd'hui, cette année du moins. L'année prochaine, ça sera peut-être différent. On verra ça. Chaque année, ça peut évoluer en fonction des fonds qui nous sont distribués par France Compétences et des fonds qui sont disponibles chez nous. Et puis, on vous enverra également un modèle de certificat de réalisation, puisque vous savez que c'est un document maintenant, le certificat de réalisation, qui est universel, qui doit être fourni par l'organisme de formation pour attester que la personne a bien réalisé son action de formation. Donc, le certificat de réalisation, il y aura un modèle qui sera fourni avec cet accord financier. Voilà en gros comment ça se passe la PROA. C'est relativement simple. Là où il faut vraiment faire attention, c'est que la durée de formation soit comprise entre 15 et 50% de la durée totale de l'avenant. Ça, c'est très important. Et que l'avenant au contrat de travail ne dépasse pas 24 mois. C'est vraiment les deux choses qu'il faut bien avoir en tête pour ne pas avoir des relances de notre part, que vous connaissez aussi certainement. Merci Yann et merci Aurélie. Alors nous avons quelques minutes pour quelques questions, donc c'est parfait. Aurélie a, je pense, déjà pu prendre connaissance des questions. On peut peut-être commencer par la question de Philippe Michel de la Massif qui pose la question suivante. En PROA, est-ce qu'on peut viser une certification de niveau Bac+3, Bac+4, Bac+5 qui s'est arrêté là? Oui, c'est déjà bien. Oui, effectivement, ce sont tout à fait des certifications que l'on peut viser. Il y a dans la liste éligible dans l'accord des certifications de niveau Bac+3, 4, 5. L'important, en fait, c'est pas le niveau de la certification visée, c'est le niveau de départ du salarié. Donc, c'est-à-dire que si vous faites de la VAE, vous pouvez très bien viser un master si jamais vous avez un niveau inférieur à un niveau licence. Donc, si vous êtes salarié et que vous n'avez pas acquis le grade de licence, vous pouvez malgré tout préparer avec une VAE, par exemple, un master. Puis ensuite, il y a aussi des titres professionnels, par exemple, qui ont des niveaux de qualification sans avoir forcément de prérequis. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors, on va continuer avec une question de Laetitia Biscarros de la Mutualité Française Haute-Garonne, toujours sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, on passera au sous. Peut-on recourir à la PROA pour financer la formation d'une salariée employée en qualité d'assistante dentaire qui ne dispose pas du diplôme, ou faut-il uniquement passer par la VAE ? Non, les deux sont possibles. La formation et la VAE sont tout à fait possibles. Encore une fois, cela est fonction du niveau de diplôme, finalement, de la personne qui se prépare à devenir assistante dentaire. Voilà, donc je pense que cette question vaut aussi pour la question de Sylviane Rouquette, qui dit peut-on utiliser la PROA pour changer de métier. Voilà, pour changer de métier. On est bien sûr reconversion ou promotion. Donc, soit on change de métier, soit on évolue dans le métier en acquérant une certification nouvelle. Passons un petit peu au sous. Marie-Pierre Delin qui nous demande le salaire du salarié, pardon, je suis en train de lire et en même temps ça bouge, donc je vais avoir du mal. Le salaire du salarié en PROA est-il maintenu à 100% durant la formation? Et nous avions une interrogation de Carole Eriquiello de la Mutualité Française PACA qui s'étonnait comment la rémunération
peut ne pas être prise en charge hors du temps de travail puisque le remboursement est forfaitaire à hauteur de 15 € par heure. Alors, pour ce qui est du salaire, si votre salarié suit sa formation durant son temps de travail, c'est considéré comme du temps de travail effectif, donc vous avez l'obligation de maintenir le salaire à 100%. Et effectivement, les 15 € de forfait de prise en charge vont vous permettre de couvrir une partie de la rémunération en fonction par ailleurs de ce que coûte la formation. Pour ce qui est de la formation hors temps de travail, effectivement, il n'existe plus aujourd'hui d'allocation formation lorsqu'une formation est suivie hors temps de travail. Néanmoins, le forfait de 15 € s'applique. Donc, ce sera finalement en fonction du montant des coûts pédagogiques et des frais annexes, mais dans tous les cas, le 15 € s'appliquera. Je parle sous couvert de Yann, qui peut me contredire, mais il me semble que c'est bien ça. Alors, Yann ne dit rien, donc ça veut dire qu'a priori, il est d'accord. Voilà, on a quelques questions qui veulent de reformulation et de reconfirmation. Oui. Donc, dans le fil de conversation, on nous dit, si j'ai bien compris, il faut que le salarié soit au minimum Bac+2. Non, c'est le contraire. Il faut que le salarié ait un maximum Bac+2. C'est-à-dire que si vous êtes salarié en CDI, que vous avez déjà un master, un Bac+5, vous n'êtes pas éligible à la PROA. Vous ne pourrez pas suivre une formation dans le cadre de la PROA. Si vous avez un projet de formation certifiante, il faudra la financer autrement, donc avec le CPF ou d'autres moyens en fonction des modalités dans votre mutuelle. Mais si vous n'avez pas obtenu ce niveau Bac+2, si vous avez un niveau Bac, un niveau CAP, eh bien là, vous êtes éligible à la PROA. Voilà, ce qu'un autre intervenant dans le fil de conversation du coup nous confirme en disant si on est Bac+3, eh bien, il nous fait remarquer que si on est Bac+3, on ne peut pas passer par la VAE pour mais si on est Bac+3, on n'est pas éligible à la PROA, exactement. Et à la VAE si, mais pas dans le cadre de la PROA. D'accord, ok. Alors, vous êtes formidable puisqu'il est 11h05 et que c'est exactement le timing pour la deuxième partie que nous avions prévue. Vous pouvez toujours rebondir sur ces questions. Ah, on a une autre question, on va peut-être la prendre. Quelles sont les modalités de demande de ce dispositif du salarié auprès de son employeur ? Il me semblait qu'on l'avait un peu évoqué. Il n'y a pas de modalité spécifique parce qu'à la différence du CPF, qui est à la main du salarié, et donc effectivement où il existe des dispositions spécifiques pour qu'un salarié demande à son employeur de participer à une formation sur son temps de travail financée par le CPF, là, la PROA, c'est un dispositif qui est plutôt à l'initiative de l'employeur. Donc, si vous avez un souhait de formation, si en tant que salarié, il y a un souhait de formation, ou si l'un de vos salariés a un souhait de formation, il va venir vous voir et vous en parler simplement, mais il n'y a pas de disposition spécifique prévue. Merci beaucoup. Nous allons passer à la partie sur les fonds conventionnels et c'est Amandine, je crois, qui prend le relais. Alors, dans ce deuxième temps, nous allons parler des modalités d'accès au financement de la contribution conventionnelle en 2021 avec un petit sondage. Qu'est-il possible de financer avec la contribution conventionnelle en 2021 ? Petit 1, les plans de formation, c'est-à-dire maintenant les plans de développement de compétences, reformulation depuis la loi Avenir Professionnel, donc le plan, ex-plan de formation, nouveau plan de développement des compétences, petit 1. Petit 2, des actions intermutuelles. Petit 3, des formations à distance. Alors, je vois que Isabelle répond oui. Oui pour tout, oui pour les deux premières, oui pour la troisième, les trois. Les trois. Les formations du plan de développement des compétences, 1 et 3, les trois. Alors, il y a une grande majorité pour les trois. Allez-y. Une belle participation. Alors, en fait, on peut financer les trois. On peut effectivement financer le plan de développement des compétences de la mutuelle.
On peut financer, vous le verrez, des projets intermutuels, notamment quand ce sont des projets qui sont portés par la branche ou quand plusieurs mutuelles vont s'adresser aux équipes de l'ANEM avec un projet intermutuel. Et puis, on peut maintenant former à distance et financer les formations à distance sur les fonds conventionnels. Alors, cette contribution conventionnelle, c'est une contribution supralégale mise en place dès 2015 par les partenaires sociaux de la branche mutualité. Elle prévoit un financement à hauteur de 0,3% de la masse salariale brute pour les mutuelles de moins de 50 salariés et 0,2% de la masse salariale brute pour les mutuelles de plus de 50 salariés. Aurélie, tu peux faire passer le slide suivant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis. Est-ce que vous voyez bien la slide 15 à Moi, l'écran? je suis toujours sur le titre principal de la session. Oui. Alors, le nombre de personnes connectées ralentit un petit peu le passage. Alors, je vois qu'il y en a qui sont restés sur la proa. Bon, alors, pendant qu'on règle les problèmes techniques, je continue puisque finalement, cette contribution supralégale, vous commencez à bien en connaître les contours. Elle était mise en place dès 2015 par les partenaires sociaux de la branche pour réorganiser un principe de mutualisation des fonds de la formation entre les mutuelles et entretenir un principe de solidarité entre les mutuelles sur le champ de la formation. Elle garantit les départs en formation des salariés de la branche et elle permet le pilotage d'une politique formation au niveau de la branche mutualité. Alors Aurélie, il faut peut-être... Alors, je suis désolée, je vais me permettre de demander à nos participants de ne pas toucher, parce qu'en fait, certains d'entre vous prennent le contrôle du diaporama. Alors, je veux bien que ce webinaire soit très participatif, néanmoins, si chacun essaye de faire défiler à son rythme, je pense qu'on va avoir des problèmes. Donc, je vais reprendre le contrôle. Je te confirme quand on est sur le bon slide. Alors, cette contribution conventionnelle, elle prévoit un budget individuel pour les mutuelles de plus de 50 salariés et des demandes d'aide financière pour les mutuelles de moins de 50 salariés. Et aussi l'organisation de plusieurs projets pilotés par la branche mutualité. Sur le budget individuel des mutuelles de plus de 50 salariés, plusieurs choses à savoir. Il représente chaque année 70% des fonds conventionnels. Voilà, donc on a un petit aperçu ici sur les taux de contribution que représente cette contribution supralégale. Et puis, on va pouvoir passer dans le détail à la slide suivante. Donc, le budget individuel, plusieurs choses à savoir. Il vous permet de financer effectivement le plan de développement des compétences de la mutuelle. Il permet une prise en charge au réel des coûts pédagogiques et frais annexes. Quelques nouveautés. En 2021, vous devez consommer dans l'année votre budget individuel. En contrepartie, si vous consommez ce budget dans l'année, vous avez la possibilité d'accéder à une autre possibilité de financement qui s'appelle les demandes d'aide financière que nous ouvrons aux mutuelles de plus de 50 salariés. Vous pouvez également financer en 2021 des dossiers formation pour lesquels vous n'auriez pas présenté de demande de remboursement en 2020. Donc, ça reste ouvert en 2021. Vous pouvez continuer à aller chercher des demandes de remboursement si vous ne les avez pas fait en temps et en heure en 2020. Et puis, autre nouveauté, dans les prises en charge, il est possible, sur justificatif de remplacement, de prendre en charge la rémunération. Et ça, c'est une disposition qui peut intéresser notamment les mutuelles de livre 3. Donc, pour les mutuelles de plus de 50 salariés, deux dispositifs, le budget individuel avec une consommation dans l'année et 6 consommations dans l'année, ouverture d'une deuxième possibilité de financement avec les demandes d'aide financière.
Sur les demandes d'aide financière, elles sont également ouvertes aux mutuelles de moins de 50 salariés. Donc, ça, c'est un dispositif que vous connaissez bien d'année en année. Et puis, on garde la possibilité de venir réabonder ces demandes financières si, par hasard, l'enveloppe qui leur est dédiée a été consommée. Un point important à savoir sur ces demandes d'aide financière, les coûts pédagogiques sont pris au réel, sans plafond. Et les frais annexes sont remboursés selon le barème de l'OPCO. Vous pouvez également, sur justificatif, venir financer de la rémunération s'il y a remplacement du salarié. Et donc, c'est à nouveau une disposition qui peut intéresser les mutuelles de livre 3. Dans les autres projets finançables sur les fonds conventionnels et donc sur ce qu'on appelle les fonds mutualisés, il y a les actions collectives nationales. Ce sont des actions de formation qui vont intéresser un ensemble de mutuelles. Donc, si au format intermutuel, vous avez un besoin de formation, adressez-vous aux équipes de l'ANEM et nous pourrons trouver sur ce budget une possibilité de financement. Ces actions collectives nationales permettent également à la branche de financer des formations telles que celles dédiées à l'accompagnement des évaluateurs CQP. On y reviendra un peu plus tard dans la matinée. La branche mutualité a mis en place 7 parcours de qualification professionnelle pour accompagner les métiers de la gestion et les métiers commerciaux. Ce dispositif prévoit une évaluation sur poste et donc la branche mutualité propose de former les évaluateurs qui vont évaluer les salariés sur poste. Sur cette même enveloppe, on pourra financer une nouvelle action de formation qui s'appelle Introduction à l'économie de la santé, mais je n'en dis pas plus car Asmani vous la présentera dans un instant. Et puis, on va retrouver, toujours sur les fonds conventionnels, la possibilité d'accéder à des parcours clés en main proposés par la branche mutualité. On retrouve ici depuis 3 ans le parcours DDA pour répondre à l'obligation de formation des salariés qui distribuent le produit d'assurance. Asmani vous en dira plus dans un instant sur les modalités d'accès à ce parcours et le dispositif de cofinancement mis en place par la branche. Et puis, depuis 2 ans maintenant, nous proposons un catalogue de formations clés en main avec des formations complètement financées, avec des coûts pédagogiques complètement financés sur les fonds conventionnels, avec une 12aine d'actions que va vous présenter Asmani. Alors, je vois de nombreuses questions dans le fil de conversation. On va pouvoir maintenant s'y atteler pour y répondre. Alors, effectivement, beaucoup de questions sont arrivées au fur et à mesure. Aline Strauss nous demande de combien sont les frais de gestion. Je vais commencer par le début parce que c'est vrai que c'est des questions techniques. Je vais avoir du mal, moi, à les organiser. Est-ce que, Amandine, tu peux répondre à cette question ou est-ce qu'elle n'est pas assez contextualisée? Alors, ils sont de 0,8%. Merci. Myriam Na de la Mutualité française Alsace nous demande si la rémunération du salarié remplacé peut être prise en charge. Oui, tout à fait, sur justificatif de remplacement. Madame Berdo, que je salue à cette occasion, puisqu'on s'est rencontrés lors des rencontres juridiques. Peut-on envoyer les demandes d'aide financière a posteriori du début de la formation? En effet, les organismes de formation nous adressent tardivement les documents nécessaires au dossier. Alors, en théorie, donc, c'est avant la prise en charge, mais je pense qu'il y a des possibilités et une certaine flexibilité de la part d'Uniformation. Peut-être, Yann, je vais te laisser répondre sur ce point. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que si je donne cette flexibilité aux 100 mutuelles qui sont là, ça m'embête un peu. Mais oui, l'idée, c'est quand même de le faire avant et vous serez sûr au moins d'avoir oui ou non le financement et de mettre en œuvre votre action de formation en fonction du financement que l'on a, ou pas d'ailleurs. Donc, mieux vaut avoir la réponse avant le démarrage de la formation, comme ça vous êtes tranquille. C'est quand même l'idée. Logiquement, la règle, c'est une non prise en charge de l'action de formation à partir du moment où vous l'avez demandé a posteriori. Après,
on essaye de contextualiser la demande et de comprendre le pourquoi du retard et de prendre en charge. Mais dans ce cas-là, il peut y avoir un risque de non prise en charge parce que soit c'est pas conforme, soit parce qu'il n'y a plus de fonds, ce qui est possible aussi. Donc, faites-le avant, c'est mieux. Mais je comprends bien que certains organismes de formation tardent à vous adresser les pièces nécessaires. Merci beaucoup. Sur les frais de gestion, on est en direct, Amandine. Il y a Carole Riquiello de la MUT qui s'interroge sur le pourcentage. Plutôt 8% nous suggère-t-elle. Tout à fait, c'est 8%. Parfait, ça c'est de la co-construction. Alors, des questions sur les mutuelles de moins ou de plus de 50 salariés. Pour les mutuelles de moins de 50 salariés, peut-on encore demander le remboursement de formation effectué en 2020? Alors, c'est un dispositif qu'on a ouvert pour les plus de 50 parce qu'on est sur le budget individuel. Pour les moins de 50, je vais demander, voilà, il me semble que non. Non, pour les moins de 50, il n'y a que des enveloppes de demande d'aide financière et les demandes d'aide financière donc, doivent normalement se faire au préalable, comme Yann vous l'a dit. Il peut y avoir une certaine souplesse sur l'année en cours, mais il ne sera pas possible de financer des formations qui ont déjà eu lieu l'année précédente si vous n'avez pas au moment fait votre demande de financement. En revanche, si vous avez obtenu un accord de prise en charge en 2020 pour une formation, vous pouvez évidemment envoyer vos documents de remboursement en 2021 pour vous faire rembourser. Ça, c'est possible. D'accord. Est-ce qu'on est bien au clair sur la manière dont on fait une demande d'aide financière ? La demande d'aide financière, ce sera sur votre espace privé Uniformation, donc avec votre numéro ICOM, votre numéro adhérent, votre mot de passe. Vous vous connectez sur votre espace privé Uniformation et vous allez pouvoir saisir votre demande d'aide financière. Merci. Question cette fois-ci concernant les entreprises de plus de 50 salariés. Est-ce que ces entreprises disposent d'une enveloppe pour les demandes d'aide financière après la consommation du budget conventionnel individuel ? Oui, tout à fait. Et c'est une nouveauté qu'on réinstaure même en 2021. Très bien. Alors, il y a une question que je ne maîtrise pas forcément bien, mais comme je sais que vous regardez aussi le fil de conversation sur les évaluateurs CQP avec le remboursement des frais de rémunération. Alors, pour moi, c'est obscur, mais peut-être que je comprendrai mieux la réponse que la question. Pardon. Alors aujourd'hui, il existe la possibilité de financer via les demandes d'aide financière la rémunération des jurys CQP, donc des membres du jury CQP, donc constitués d'un représentant du personnel et d'un représentant employeur. On prend en charge la formation des évaluateurs CQP. Par contre, à date, on n'a pas mis en place de système de remboursement sur les frais de rémunération des évaluateurs CQP. Très bien. Deux questions toujours sur les mutuelles de plus de 50 salariés. Déjà, une confirmation du coup, puisqu'on a parlé d'une enveloppe, à quelle hauteur se situe-t-elle? Et puis, une demande de confirmation d'Isabelle de Grève. Est-ce que vous nous confirmez que les plus de 50 salariés peuvent faire des DAF? Alors, les mutuelles de plus de 50 salariés peuvent faire des DAF sur les fonds conventionnels une fois qu'elles ont consommé leur budget individuel. Donc, tous les ans, elles ont un budget individuel qui leur est mis à disposition. Et si elles le consomment dans l'année, elles pourront continuer à financer leur plan de développement des compétences grâce au dispositif DAF sur les fonds conventionnels. Et sur la hauteur de l'enveloppe, Amandine? Alors, la hauteur de l'enveloppe, elle est prévue pour répondre aux besoins et sur la totalité des fonds conventionnels, il y a une partie qui n'est pas affectée justement pour pouvoir venir au cours de l'année réabonder les enveloppes si elles sont consommées. Très bien. L'idée principale étant qu'il n'y ait pas de rupture sur les besoins de financement des mutuelles. Merci beaucoup. Je laisse encore un petit peu quelques secondes parce qu'une réponse appelle souvent une question. Hein, on tire le fil. Non, je crois que sur cette question-là, merci beaucoup à tous et à toutes de vos interventions. Ce n'est pas toujours en plus aisé dans la petite fenêtre de taper une intervention. Hein, et pardonnez-moi si des fois je ne comprends pas tout à fait parce que je suis beaucoup moins spécialiste que vous. Nous avons
Ah, voilà, encore quelques questions de Carole et Riquello qui nous dit, dans la mesure où les moins de 50 salariés n'ont pas de budget individuel, comment sera géré en 2021, comment seront gérées les sommes non utilisées compte tenu de la Covid? Alors, on remet tous les ans à disposition un dispositif de financement pour les mutuelles de moins de 50 salariés. Donc voilà, tous les ans, les mutuelles de moins de 50 salariés ont la possibilité sur les fonds mutualisés de financer leurs besoins de formation grâce au dispositif DAF. Donc si vous n'avez pas pu exécuter votre plan de formation parce que percuté par la Covid, vous pouvez continuer à dérouler ce plan de formation sur l'année qui suit. Est-ce que j'ai répondu à la question? Eh bien, c'est Carole qui va nous le dire. Moi, j'aurais tendance à dire oui, Amandine, hein, mais elle va répondre dans la question. Alors, nous avons une question. Alors, peut-être Amandine et Yann, éventuellement, si c'est nécessaire. Nous avons une question très technique sur le mode de calcul des frais de gestion. C'est 8% de quoi? C'est 8% de l'enveloppe globale des fonds conventionnels, mais je vais laisser Yann peut-être compléter mon propos. Oui, c'est pas sur les DAF, il n'y a pas alors je ne sais pas si c'est ça la question, mais il n'y a pas de frais de gestion sur une demande d'aide financière. Si vous faites une demande d'aide financière de 2 000 €, on n'applique pas de frais de gestion dessus. Les frais de gestion sont en effet calculés et sont ponctionnés sur la contribution globale, conventionnelle globale de la branche. Si c'est ça, après le calcul, c'est un calcul très complexe, mais il n'est pas calculé en fonction de chacune des branches. C'est un montant qui est défini par notre conseil d'administration chaque année. Alors, il peut y avoir une différenciation de frais de gestion en fonction des services apportés à différentes branches professionnelles. Et les frais de gestion varient entre deux montants, soit 8%, soit 12% en fonction des services que l'on apporte à la branche et aux adhérents. Les frais de gestion, juste une petite précision, les frais de gestion qui sont générés ne sont pas là uniquement pour couvrir la gestion du conventionnel. Elles permettent de financer d'autres volets et de services effectués par l'OPCO, notamment les services de collecte, etc., les services administratifs, etc. On va prendre encore deux petites questions. On a pris du retard, ça c'est le signe que vous répondez à la demande d'information. On a deux questions sur le budget conventionnel. Est-ce que le budget conventionnel 2020 sera reporté sur celui de 2021? Il me semble qu'Amandine a répondu, mais je préfère que l'on le redise. Et une question, le budget conventionnel 2020 est utilisable jusqu'à quand? Et je ne relancerai pas les questions sur le calcul des taux parce que sinon il va falloir ouvrir Excel. Amandine. Alors, je vais demander une confirmation à Yann sur le budget conventionnel 2020, mais il me semble que nous sommes actuellement en ce qui s'appelle la clôture comptable. C'est ça. Voilà, donc on bascule là sur le budget conventionnel 2021. Tout à fait. Alors après, je ne sais pas si les budgets sont reportables d'une année sur l'autre. Là, effectivement, il y a une nouveauté par rapport au budget conventionnel 2020 qui est intervenu dès 2020. C'est que en 2020, les fonds non consommés ne sont plus reportables sur votre budget individuel 2021. Et donc, en contrepartie, c'est bien pour cela que l'on a créé le dispositif d'aide, de demande d'aide financière pour les mutuelles de plus de 50 salariés. Merci Amandine. Je vous propose de donner, on va créer quelques frustrations du côté du fil de conversation, mais ne vous inquiétez pas, Aurélie le suit et vous aurez des réponses éventuellement via la foire aux questions. Et je pense qu'il faut absolument qu'on donne la parole à Asmani. Bonjour à tous. Avant de vous présenter le catalogue 2021, je vous propose de faire le même exercice qu'auparavant, à savoir donc vous poser une petite question afin de savoir si vous êtes incollable sur ce dispositif du catalogue de formation. Donc selon vous, quelle action de formation a connu le plus grand nombre d'inscriptions sur le catalogue 2020?
Alors, première réponse, la fidélisation adhérent. Donc, vous pouvez mettre la réponse dans le fil de conversation en mettant simplement le chiffre associé. Donc, petit 1, la fidélisation adhérent. Petit 2, l'utilisation des nouveaux canaux de communication. Petit 3, la prise de parole en public. Et enfin, petit 4, la gestion de projet. Alors, on voit en direct des réponses qui apparaissent et on voit des réponses assez mitigées. Très bien, donc on voit beaucoup de gestion de projet, l'utilisation de nouveaux canaux de communication. Effectivement. Ah! Alors on voit qu'effectivement la réponse n'est pas aussi claire que ça. Eh bien écoutez, merci, pour votre participation puisque la bonne réponse est la fidélisation adhérente, effectivement. Donc, l'année 2020, a été, effectivement, donc la première année du lancement de ce catalogue et l'action qui a connu le plus grand succès, est la fidélisation, adhérente. Alors concernant donc le catalogue 2021, donc effectivement, donc sachez que la branche mutualité, en collaboration avec l'OPCO Uniformation, a lancé un dispositif inédit en janvier 2020, qui est le catalogue, formation de la mutualité. Donc ce catalogue est à votre disposition afin de vous permettre de former vos collaborateurs sur des thèmes prioritaires, donc thèmes qui ont été validés par les partenaires sociaux, à savoir les employeurs et les organisations syndicales des salariés. Ce dispositif, comme l'a précisé Amandine, est entièrement financé par la contribution conventionnelle et donc il a évolué en 2021 puisque nous proposons dorénavant 5 thématiques en lieu et place des 4. Donc, nous y avons ajouté cette année un volet RH, management et diversité. Donc, ce dispositif a été conçu sur mesure afin d'être totalement adapté à l'environnement mutualiste et propose des actions de formation correspondant aux spécificités de nos métiers. Donc, le catalogue présente 5 grandes thématiques déclinées en 12 actions de formation. Donc, ces actions de formation ont un périmètre géographique élargi puisque vous pouvez désormais réaliser ces actions à Paris, Marseille, Nantes et Lyon. Et bien évidemment, nous proposons des actions à distance. Alors, pour information, parce que j'anticipe déjà ce genre de questions, dans le contexte sanitaire actuel, toutes les sessions du premier trimestre seront organisées à distance. Donc, vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos collaborateurs sur ces sessions qui sont effectivement à distance. Donc, les 5 thématiques de ce catalogue que vous voyez à l'écran sont l'évolution de l'environnement mutualiste. L'idée étant de pouvoir effectivement sensibiliser nos collaborateurs à l'environnement dans lequel ils évoluent, à savoir l'environnement mutualiste, la gestion de la relation adhérent-patient-équipe, les nouvelles méthodes de travail et la gestion de projet, la sensibilisation à la gestion de la data et cette nouvelle thématique qui est RH, management et diversité. Donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter les différentes actions de formation, ainsi que le contenu pédagogique dans notre catalogue de formation qui est disponible sur le site d'Uniformation. Vous y retrouverez également les dates ainsi que les modalités pédagogiques, à savoir si ces actions seront réalisées à distance ou en présentiel. Et comme je le précisais, dans tous les cas, toutes les formations du premier trimestre seront à distance. Voilà pour les thématiques. Aurélie, est-ce que tu veux passer? Très bien, merci. Alors, concernant les modalités de prise en charge du catalogue. Alors, sachez que le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation des frais donc, par le biais de la contribution conventionnelle. Donc, à ce titre, l'inscription des collaborateurs aux sessions de formation n'engendre pas pour vous de frais supplémentaires, puisque Uniformation règle directement l'organisme de formation. Ainsi, les coûts pédagogiques et les repas du midi pris en collectif dans le cadre des sessions en présentiel, bien évidemment, sont payés par l'organisme de formation et Uniformation règle par la suite l'organisme de formation. Les dépenses de transport, repas et hébergement peuvent également vous être remboursées, sous condition, avec des spécificités
pour les moins de 50 salariés, et pour les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de plus de 50 salariés. Donc vous retrouverez ces modalités sur ce slide. Donc nous vous invitons dès à présent à inscrire vos collaborateurs. Pour cela, il vous suffit de simplement vous munir de votre numéro ICOM, qui est votre numéro adhérent, et de vous rendre sur le site d'Uniformation via le lien donc, qui est présent sur ce support. Et donc, bien évidemment, le support vous sera envoyé par ailleurs. À titre d'information, en 2021, il sera possible d'inscrire 4 collaborateurs par ICOM. Donc, chaque session peut accueillir entre 10 et 12 personnes en fonction des actions de formation. Au-delà de la capacité maximum d'accueil de ces sessions, nous ouvrons des listes d'attente et nous donnons la possibilité de dédoubler les sessions en fonction du nombre de personnes en attente. Donc, nous vous rassurons, les équipes d'Uniformation reviendront vers vous rapidement dans le cas où vos collaborateurs sont sur liste d'attente. Donc voilà pour le catalogue 2021. Je vous propose, si vous avez des questions, effectivement, de les mettre dans le fil de conversation et nous y répondrons, c'est pas nous tenterons, nous y répondrons à l'issue de la présentation de l'ensemble des actions de formation de la branche. Alors, nous pouvons passer du coup, voilà, à la nouvelle action de formation que nous vous proposons cette année, à savoir l'introduction à l'économie de la santé. Donc, en plus du catalogue de formation, nous vous proposerons cette action de formation, qui est un thème qui a été jugé prioritaire par les partenaires sociaux. Donc, quelle est cette formation? Donc, cette formation permettra aux stagiaires d'acquérir des notions de base en économie de la santé et de comprendre certains mécanismes qu'ils pourront intégrer dans leur pratique quotidienne. Ils pourront également appréhender les enjeux de la prise en charge publique de la santé en France. Donc, cette session sera proposée en présentiel et distanciel, en fonction notamment du contexte épidémique. Donc, cette action est actuellement en cours de définition. Nous sommes actuellement en cours de choix du prestataire. Et donc, très prochainement, nous vous enverrons via un flash info les modalités d'inscription avec le programme pédagogique finalisé. Voilà, donc c'est une action de formation en plus du catalogue de formation que nous vous proposons cette année. Voilà pour l'économie de la santé. Donc, parmi les autres actions de la branche, nous avons également donc, DDA. Ah, voilà, donc avant donc, de rentrer dans, dans le contenu du coup de cette action de formation. Donc nous avons une petite question à vous poser, à savoir donc, combien de salariés ont été accompagnés depuis la création de ce dispositif par la branche, donc sur ce parcours clé en main DDA, à savoir 1000 salariés, 2500 salariés ou 4000 salariés. Alors, vous pouvez répondre dans le fil de conversation. Alors, 1, 3 et 4. Ah, alors, du coup, il y a des personnes qui ne se positionnent pas. Alors, on a 4000, 3, 4. Eh bien, écoutez, force est de constater que nous avons des experts du sujet, puisque effectivement, donc nous avons eu, donc depuis ces 3 ans maintenant, nous avons formé 4000 personnes sur ce parcours clé en main DDA, donc qui permet à vos structures de répondre à leurs obligations en la matière. Donc, on va maintenant vous présenter le parcours 2021, puisque effectivement, donc depuis 3 ans, nous proposons de répondre à votre obligation DDA. Donc, pour rappel, qui est donc de former toute personne prenant part à l'activité de distribution, donc de les former durant 4 heures dans l'année. Donc, pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons toujours le parcours de 8 heures et 15 heures ou 15 heures. Et cette année, nous y avons intégré plus de modularité, avec notamment des classes virtuelles et un plus grand choix de modules e-learning. Donc, dans le parcours de 8 heures, votre mutuelle dispose de 3 heures fixes et de 5 heures personnalisées en e-learning ou classe virtuelle. Dans le parcours de 15 heures, vous disposez de 5 heures fixes et 10 heures personnalisées en e-learning ou classe virtuelle.
Concernant les heures personnalisées, vous pourrez choisir parmi 50 modules de formation digitale et 10 classes virtuelles disponibles pour compléter le parcours selon vos besoins. Alors, effectivement, donc, la nouveauté des classes virtuelles nous permet de pouvoir effectivement assurer plus d'interactivité pour les collaborateurs, puisqu'ils auront face à eux un formateur et ils seront également avec d'autres stagiaires pour pouvoir échanger et avoir des compléments d'informations si besoin. Et bien évidemment, à l'issue du webinaire, nous vous enverrons le détail de chacune des classes virtuelles et des modules e-learning. Alors, concernant le cofinancement de ce parcours. TDA, très bien. Donc, pour 2021, pour les mutuelles qui avaient l'habitude d'inscrire leurs collaborateurs sur ce parcours, sachez que le cofinancement reste inchangé, donc à savoir 24 € TTC pris en charge par Uniformation sur les fonds conventionnels. Vous bénéficiez également de tarifs différenciés pour chaque parcours en fonction du nombre d'heures et des modalités pédagogiques choisies, donc à savoir du 100% e-learning par exemple ou des classes virtuelles. Pour bénéficier de ce cofinancement, plusieurs solutions possibles. Donc, après la formation, via une demande de remboursement sur le budget conventionnel pour les mutuelles de plus de 50 salariés. Avant la formation, via une DAF pour les... Ah non, c'est l'inverse, pardon. Donc, après la formation, via une demande de remboursement sur les budgets conventionnels pour les mutuelles de moins de 50. Et avant la formation, il y a une DAF pour les mutuelles de plus de 50. Information, donc comme je le disais, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour l'ensemble des sessions prévues à partir du 2 février 2021 et donc vous retrouverez l'ensemble des informations relatives aux modules et aux modalités d'inscription sur le site donc anem-dda.com. Donc, nous inscrirons cette adresse sur le support afin que vous l'ayez à votre disposition. Alors, j'ai entendu de nombreux bip bip, donc j'imagine qu'il y a des questions, Pascal. Alors, il y a quelques questions. Alors, c'est surtout les sondages qui provoquent beaucoup de ping. Mais on a néanmoins, en effet, quelques questions. Une première question de Florence Affray qui demande si la certification digitale en assurance peut entrer dans les formations DDA. Alors, du coup, peut-être que pour le contenu, comme c'est Aurélie qui a lancé ce dispositif, peut-être qu'Aurélie, je peux te laisser répondre. Sachant qu'on a le droit de dire aussi qu'on réfléchit et qu'on répond plus tard. Hein. Oui. A priori, voilà, vous pouvez utiliser le certificat digital, ça rentre parmi les compétences visées par l'arrêté compétences DDA. Mais donc, je reprécise que ce certificat digital assurance est hébergé par la branche assurance et qu'il est bien différent du parcours DDA proposé par la branche mutualité. Hein, c'est bien deux dispositifs différents. Merci. Et une question de Corinne Pacheco d'Avenir Santé Mutuelle, une demande de confirmation. Vous nous confirmez que les formations n'impactent pas au niveau du coût pédagogique le budget de formation de l'entreprise? Non. Non, on est vraiment sur le budget, on est vraiment sur l'enveloppe conventionnelle et du coup, ça n'impacte pas effectivement les budgets individuels. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la séquence suivante, ce qui nous permettra d'être dans les temps. Et c'est vrai que c'est une politesse que nous aimerions faire à tous nos intervenants. Et je crois que c'est Aurélie et Yann qui reprennent la parole. Sur l'offre de service, avant de rentrer concrètement sur ce qu'Uniformation vous propose aujourd'hui, puisque vous savez qu'on est passé de OPCA à OPCO, je vais vous faire quand même un petit point de contexte pour vous expliquer un peu la situation qui forcément impacte nos services et notamment la réforme de la formation professionnelle qui a entraîné de nouvelles compétences chez nous. Il faut savoir que les OPCO se sont construits sur la base de filières professionnelles, vous le savez peut-être, et donc sur une logique interbranche. Il y a donc désormais 11 OPCO dits de filières. Là, il y avait 20 OPCA. Et donc Uniformation a obtenu en avril 2019 son agrément d'OPCO de la cohésion sociale.
et on couvre désormais 21 branches professionnelles, plus de 31 000 adhérents et plus de 1 million de salariés. Ça recouvre les champs de l'économie sociale et solidaire, de la protection sociale, dont vous faites partie aussi de l'économie sociale et solidaire, et puis de l'habitat social. Donc les faits marquants pour l'OPCO en termes d'activité, vous le savez, sont la perte de tous les dispositifs salariés que l'on gérait avant la réforme. Donc le congé individuel de formation, bien sûr, qui a disparu en tant que dispositif, vous le subissez aussi, mais aussi le CPF, qui est désormais géré par la Caisse des dépôts et des consignations, alors qu'on gérait le CPF. Et puis, on avait une prestation qui s'appelait le Conseil en évolution professionnelle, qui était de l'accompagnement de salariés dans leur projet professionnel. Et ça non plus, nous ne le délivrons plus. Ce sont les organismes ce sont des organismes qui gèrent le CEP, des organismes qui sont habilités par France Compétences. Et bientôt, nous n'allons plus gérer la collecte. Donc, vous imaginez l'impact majeur sur notre activité. Et puis, en parallèle, il y a de nouvelles missions qui nous ont été confiées, notamment en termes d'accompagnement des branches. Et dans cette loi, d'ailleurs, les branches ont elles aussi obtenu de nouvelles prérogatives, notamment sur les questions de certification et de développement de l'alternance et en particulier de l'apprentissage, qui est le grand sujet des pouvoirs publics, le développement de l'apprentissage. Et le gouvernement, en tout cas le législateur, mise véritablement sur le dynamisme des branches pour développer l'alternance. Donc, cette réforme, pour faire simple, elle marque l'aboutissement d'une tendance qui avait déjà été amorcée par les réformes précédentes, c'est que les fonds de la formation professionnelle sont de plus en plus réorientés vers les demandeurs d'emploi et vers l'insertion des jeunes, et beaucoup moins pour les salariés des entreprises. Il faut savoir que sur votre contribution légale, 1%, tout est reversé à France Compétences et une très grande majeure partie va pour la formation des demandeurs d'emploi et le développement de l'alternance. Et puis, en parallèle, on voit aussi une tendance vers une responsabilisation de plus en plus importante des salariés pour construire leur propre parcours avec la création du CPF en euros. Et puis, une troisième tendance, alors là, qui vous impacte de vous particulièrement, c'est la disparition quasi totale, sauf à la marge pour les entreprises de moins de 50 salariés, de la mutualisation du plan de formation. Avant, vous aviez une cotisation qui permettait de mutualiser une partie au titre du plan de formation, quelle que soit la taille de l'entreprise. La dernière réforme, c'était uniquement une mutualisation pour les structures de moins de 300 et la dernière réforme, c'est uniquement une mutualisation pour les structures de moins de 50. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ces trois choses en tête. Donc, pour résumer, l'OPCO, nous, on doit à la fois répondre aux injonctions de l'État sur la question de l'emploi et du développement de l'alternance pour lutter contre le chômage. C'est l'objet de notre convention d'objectifs et de moyens avec l'État. Donc, on doit développer l'alternance, on doit développer les dispositifs d'emploi. Et en même temps, on doit répondre aux nouveaux enjeux des branches et puis des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, et tout cela avec la perte du CIB, du CPF. Donc, vous pouvez imaginer un peu les grands changements et les grands bouleversements pour notre OPCO en matière de développement de compétences. Donc, c'est une équation un peu difficile qui nécessite qu'on se rénove en termes d'ingénierie et de services. Et c'est cette équation qui conduit notre transformation d'OPCA en OPCO. Donc, sur le terrain, nos délégations régionales, en fait, elles développent des nouveaux services de proximité sur de nouveaux champs, pas uniquement envers les entreprises et pas uniquement vers les salariés. Nos équipes, maintenant, elles doivent être capables de travailler en étroite collaboration avec les partenaires de l'emploi et les acteurs du territoire pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs innovants de développement de l'emploi et de l'alternance. Donc, c'est vrai que la ligne d'horizon est plus tournée vers les demandeurs d'emploi et vers les problématiques de recrutement que vers les entreprises et la formation des salariés. Donc, il convient aussi de renforcer nos services en matière d'alternance. Et puis, on a une mission quand même d'accompagner les plus petites structures, et notamment les moins de 50 salariés. Et en même temps, il ne reste pas moins qu'il faut continuer à accompagner nos entreprises de plus de 50, et notamment dans votre branche, parce qu'il y a beaucoup de structures de plus de 50, mais je dirais moins en tant que financeur et plus comme un partenaire des questions de développement de la formation, mais aussi des questions de l'emploi et de recrutement.
c'est fini le temps du retour sur investissement que vous avez peut-être connu, où finalement vous contribuez et combien je reçois en parallèle de l'OPCA. Ça, c'est terminé, il faut l'oublier. Votre contribution légale, c'est une taxe que vous versez via l'URSSAF, que vous verserez via l'URSSAF, qui sera reversée à France Compétences, et France Compétences redistribuera les fonds en fonction de ses priorités annuelles. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment ce nouveau, je dirais, paradigme de la formation professionnelle. Mais concrètement, voilà, nos services, au-delà des... notre offre de services, elle est construite autour de 4 axes principaux que vous avez, la gestion administrative, l'information et le conseil, le développement et le financement de la formation et le recrutement en alternance, qui sont les 4 grands services qu'on propose désormais à nos adhérents. D'abord, sur la gestion administrative, on essaie de mettre en place un maximum des démarches dématérialisées. Quasiment, je dirais, tous les process sont dématérialisés. Il y a le nouveau dispositif apprentissage qui est en cours et en voie de dématérialisation. Donc, on essaye tant bien que mal, même si c'est complexe, de fluidifier la relation administrative et financière entre vous et nous, et puis entre les organismes de formation, les CFA et nous. On essaie de faire le maximum. Donc, on essaie de développer tout un volet de dématérialisation et de fluidification de la gestion administrative qui est peut-être une difficulté récurrente dans nos organismes paritaires. Le développement et le financement de la formation. Alors, bien sûr, ce sont des missions qui sont assurées par les équipes de conseillers en emploi formation en région, que je vous invite véritablement à appeler pour des rendez-vous individuels, pour qu'ils puissent, avec vous, travailler sur des solutions de financement adaptées à vos besoins, éventuellement vous faire accéder à des financements externes. Je vais parler du projet peut-être FSE tout à l'heure. Donc, on a des cofinancements externes aussi qui permettent d'abonder les plans de formation. Quelquefois, vous pouvez être concerné, d'autres fois non. Et puis, on pilote également des catalogues de formation clés en main, un peu comme celui de la mutualité. C'est le catalogue de formation transversale. Et puis, on essaye d'optimiser le financement en vous aidant sur les questions de PROA, sur toutes ces questions d'optimisation financière et d'articulation des dispositifs. En termes d'information et de conseil, c'est peut-être là où nos compétences évoluent le plus fortement. C'est que on est moins en conseil sur les dispositifs de formation et sur l'optimisation financière, et beaucoup plus sur du conseil approfondi en matière de recrutement, mais aussi sur des questions de formation, sur les actions de formation en situation de travail. Vous conseillez sur la FOAD, sur le développement de l'alternance, sur le développement de l'emploi. Donc, au-delà des rendez-vous individuels que vous pouvez avoir, on est en train de construire des prestations beaucoup plus approfondies, ce qu'on appelle des Zooms, qui permettent d'approfondir des questions RH ou formation ou alternance, ou des sujets plus précis comme, encore une fois, le développement de la formation en situation de travail dans votre structure. Donc, les conseillers sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Et puis, il y a toute une série d'outils sur notre site web qui peut aussi vous permettre d'être aidé. On a un autodiagnostic de maturation, de maturité numérique, des guides pratiques RH, des guides pratiques d'achat de formation. Donc, on essaye en tout cas de vous outiller. Alors, forcément, on va plus parler aux structures de moins de 5 ans parce que c'est celles qui sont le moins profilées pour avoir des outils. Et les structures de plus de 50 ont déjà des services RH qui ont déjà des outils particuliers. Ceci dit, on peut vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Il y a un troisième volet qui est très important pour nous parce qu'on est très regardé par l'État, et en même temps, la branche professionnelle est aussi regardée par l'État. C'est notre capacité à développer l'alternance et l'apprentissage dans nos secteurs d'activité. Dans nos secteurs d'activité, on avait finalement une culture assez faible du recours à l'alternance. Nos associations faisaient plutôt appel à des contrats aidés qu'à des recrutements en alternance. Votre secteur, vous, avez plutôt l'habitude de travailler sur ces questions-là. Mais du coup, on renforce nos services. Nos délégations sont formées et peuvent vous accompagner sur le développement de l'alternance et trouver des solutions. Et puis, toujours pareil, sur notre site web,
On essaie de créer des outils qui vont bien. Allez-y, c'est vraiment très intéressant. Il y a, sur notre site web, vous avez une cartographie des formations en alternance. Donc, vous pouvez aller cliquer en fonction du métier choisi ou de la certification visée. Vous pouvez aller cliquer sur votre région et vous allez trouver l'ensemble des organismes de formation qui préparent à cette certification. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour mieux connaître l'offre de formation sur les différents territoires. Et puis, on a un outil qui est vraiment très, très intéressant. C'est un outil comparatif entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, ce qui vous permet d'avoir un coût pour ces deux contrats de manière extrêmement fine parce qu'on y a intégré des éléments comme les éléments liés à la rémunération conventionnelle, etc., etc. Donc, c'est un outil assez puissant que je vous invite à aller voir. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ces services-là. Encore une fois, je vous invite véritablement à contacter votre délégation régionale pour être accompagné. Merci Yann. Nous avons quelques questions. Aurélie, tu es en train de prendre ta respiration. Oui, tout à fait. Juste pour vous indiquer que sur le PowerPoint, vous avez quelques éléments supplémentaires que vous retrouvez sur le site d'Uniformation de manière plus détaillée pour vous donner quelques idées des autres financements possibles gérés par Uniformation et notamment les cofinancements que Yann évoquait. Donc, on vous laissera en prendre connaissance et revenir vers vos conseillers Uniformation pour toute question. Aurélie et Amandine, vous avez répondu au fil de conversation au fur et à mesure, comme ça on est bien dans les temps. Peut-être en une phrase, Aurélie, peut-être rappeler pour tous les participants et participantes ce qui va passer à l'URSSAF et quand, et ce qui reste collecté par l'OPCO de côté. Moi, je pense avoir compris, mais pour ceux qui n'ont pas suivi le fil de conversation, que ça soit bien clair. Effectivement, à compter du 1er janvier 2022, la contribution légale, donc c'est-à-dire le 0,55% pour les moins de 50 ou le 1% pour les plus de 50, va être collectée directement par les URSSAF et ça va se faire de manière mensuelle via la DSN comme les autres cotisations sociales. Donc ça, c'est pour la partie légale. En revanche, la partie conventionnelle, donc la contribution conventionnelle, le 0,2, le 0,3% qu'Amandine vous a présenté tout à l'heure, ça reste collecté par Uniformation, par l'OPCO et donc géré par l'OPCO en fonction des critères déterminés par la branche. Nous avons aussi une question, je pense, qui est importante concernant bien la suppression de la taxe d'apprentissage, qui a été la surprise. Voilà, Amandine, tu viens d'apporter la réponse. Je te propose de le faire oralement pour tout le monde. Oui, voilà. on avait quelques points d'ouverture à voir avec vous et donc ça faisait partie des éléments. Une bonne nouvelle, l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les mutuelles à partir du 1er janvier 2022. Une petite nouveauté effectivement sur la collecte des contributions légales à la formation professionnelle par les URSSAF à partir de 2022. En revanche, pas de changement pour la contribution conventionnelle qui continuera à être collectée par Uniformation. Donc, vous retrouverez bien tous les dispositifs conventionnels en 2022 et on vous reverra pour vous expliquer que vous bénéficiez toujours d'un budget individuel, des dispositifs d'aide, demande d'aide financière pour les plus de 50, pour les moins de 50 et qu'on a un catalogue de formation de branches qui s'enrichit. Parmi les points d'ouverture, on voulait vous rappeler que depuis septembre, les dotations volontaires sur le CPF, donc les dotations volontaires de la part des employeurs, sont ouvertes. Éveillez votre attention aussi sur le fait qu'au niveau des régions, vous pouvez aller chercher certains abondements pour des publics cibles, notamment sur l'aide à domicile ou la petite enfance. Un point également sur notre politique certification de branche que nous avons dû complètement réviser avec la loi Avenir professionnel. Cette loi nous a demandé de revoir les certifications par bloc de compétences. Donc, c'est chose faite pour 4 des parcours CQP qui sont actuellement en cours d'inscription auprès du RNCP. Donc, on retrouve les parcours d'accompagnement pour les conseillers mutualistes, pour les chargés d'accueil et de relations clients adhérents, et puis pour l'assistant commercial.
En cours actuellement, on travaille sur les parcours gestionnaires, chargés de relations à distance et téléconseillers, deux parcours qui vont venir accompagner les salariés en plateforme téléphonique. Et donc, on aura une démarche d'inscription au RNCP à partir du printemps. Donc, une fois que ces certifications seront inscrites au RNCP, elles seront également éligibles à la Pro-A. Voilà. Et donc, dans les actualités sur cette année 2021, nous sommes en cours de négociation de l'accord formation et apprentissage au niveau de la branche. Et on espère pouvoir revenir vers vous dans le courant de l'année pour vous annoncer que cet accord a été signé par les partenaires sociaux. Merci Amandine. On a encore une petite question sur la taxe d'apprentissage. Sa suppression, a priori, c'est une vraie bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a plus droit à l'apprentissage sous prétexte qu'on ne la paye plus. Et une question de Carole Richello, c'est pour tous les livres? Oui, c'est pour toutes les mutuelles. C'est vraiment les mutuelles qui sont exonérées. Donc, quel que soit le type de mutuelle, ce qui effectivement n'empêche pas de recourir à l'apprentissage, mais c'est bien une exonération totale. Et vous pourrez toujours recourir à l'apprentissage. Et vous pourrez évidemment toujours embaucher des apprentis, bien sûr, au contraire. Bénéfice. Donc c'est voilà. Oh là là, nous terminons ce webinaire avec le mot merveilleux dans le fil de conversation. Je pense que c'est un joli mot de conclusion, mais je crois qu'il y a quand même quelques surprises malgré quelquefois nos déboires techniques pendant ce webinaire. On est désolé, on est en apprentissage aussi sur ces nouvelles technologies encore, ou en formation continue. Je crois qu'il y a encore quelques surprises. C'est Aurélie qui anime la surprise. Une petite question, encore une question pour finir, effectivement, puisqu'on est ravis de vous avoir accompagné ce matin dans le cadre de ce webinaire. On serait tout aussi ravis de continuer et donc on vous demande tout simplement quels sont les sujets que vous aimeriez nous voir aborder lors d'un prochain webinaire. On vient d'évoquer l'apprentissage, l'alternance peut-être de manière générale, les CQP de la branche, les questions autour du CPF. Donc n'hésitez pas dans le fil de conversation pour finir à nous dire le thème sur lequel vous aimeriez qu'on se retrouve la prochaine fois.